Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi Marie. Bonjour Manu. Alors, aujourd'hui, tu nous expliques comment on fait pour inverser le temps? C'est plus ou moins ça. En fait, nous allons aujourd'hui surtout parler du vecteur de masse et de son lien avec le temps. Mais attention, pour éviter tout malentendu, pas question aujourd'hui pour nous d'évoquer la possibilité de voyager vers le passé ou vers le futur comme un Marty McFly. C'est quoi un Mighty McFly? Un hamburger volant? Ne me dis pas que tu n'as jamais vu Retour vers le futur. Je ne pense pas. Eh bien, c'est un de mes films préférés. Tu as combien de films préférés? En fait, je t'avoue que je ne sais pas vraiment. Mais bon, soit. Si on parlait plutôt du temps, à ton avis, c'est quoi le temps? Tu parles de la météo? Oh non, ça, en Belgique, c'est vraiment trop déprimant. Parlons plutôt du temps des physiciens. Alors je dirais que c'est ce qu'on mesure avec une montre ou une horloge. Eh bien, j'aime beaucoup ta définition. C'est en tout cas plus compréhensible pour moi que tout ce que j'ai pu lire chez les philosophes ou chez les physiciens. Comme d'habitude, loin de moi l'idée d'imposer mon point de vue à quiconque. Par contre, dans notre simulation, le temps, il aura 3 fonctions précises, mais toutes essentielles. Alors, la première mission du temps, ce sera de mettre à jour, voire d'incrémenter le niveau d'information. Ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, tu vois, c'est exactement comme dans un film. À chaque instant, ou à chaque nouvelle image du film, ou chaque nouvelle vibration sonore, eh bien, tu vas recevoir des nouvelles informations. Et grâce à ces nouvelles informations, ta conscience construit petit à petit l'histoire que le film raconte, ok? Ok. Alors, deuxième mission pour le temps, ce sera de marquer la cadence. C'est ce qu'on appelle un signal d'horloge. Et la troisième fonction du temps, ce sera en fait le principal instrument de mesure dans notre simulation. Par exemple, une fois qu'on connaît la cadence et la foulée, eh bien, le temps nous permettra de mesurer les distances ou la vitesse. C'est quoi un signal d'horloge? Le signal d'horloge, tu vois, c'est justement ce qui donne la cadence ou le tempo. Bref, le nombre de pas par unité de temps, si tu préfères. C'est comme le chef d'orchestre dans un concert de musique classique, ou bien comme un métronome. C'est quoi un métronome? Je t'explique. Tu sais jouer d'un instrument? Non, mais j'aimerais bien. Eh bien, si tu souhaites apprendre à jouer au piano, par exemple, je pense qu'il te faudra rapidement acquérir un métronome. Et un métronome, si tu sais pas encore, c'est ça. Alors tu vois, cet appareil, il produit un son, un battement, un peu comme un tic-tac d'une horloge. Il va te donner le rythme. Alors ce sera à toi d'adapter ce rythme au tempo requis pour le morceau que tu as choisi. Alors pour nous les joueurs, ou les humains comme on s'appelle généralement, mais aussi plus généralement pour tous ceux qu'on appellera les agents conscients dans notre simulation, eh bien cette cadence, ça va avoir une grande importance. Quand nous parlerons de cet aspect essentiel de notre simulation, nous verrons que l'être humain parcourt en fait pendant toute sa vie une sorte de tunnel en plastique transparent en tenant une lampe de poche dans sa main. Et chaque pas qu'il fera dans ce tunnel, c'est ce qu'on va appeler un instant. Alors le début du tunnel, ça correspondra à la naissance de l'être humain, et la fin du tunnel, ça correspondra à sa mort. Chaque agent conscient aura donc son propre signal d'horloge, dont la cadence représentera la rapidité avec laquelle il effectuera chacun de ses pas dans le tunnel de la vie. Et la foulée, c'est quoi? Alors, quand un humain se déplace, en marchant dans notre univers physique, la foulée représente la longueur de chacun de ses pas. Donc la foulée d'un petit enfant ne sera pas la même que celle d'un adulte? Effectivement, les jambes d'un enfant sont plus courtes. Donc, par conséquent, si l'enfant veut pouvoir suivre un adulte, il lui faudra... accélérer la cadence. Exactement, t'as bien compris. Donc, pour résumer, le temps dans notre simulation, c'est tout à la fois une incrémentation d'informations, une cadence et un instrument de mesure. Et pour comprendre tout ça, il nous faudra d'abord bien comprendre ce qu'est la masse. C'est de ça dont on va parler maintenant. Alors, commençons par un petit rappel. Tu te souviens, dans l'épisode précédent, nous avions parlé du modèle Janus. Oui. Je te rappelle qu'il existe, selon ce modèle, 2 types de masses. Celles qui se trouvent de notre côté de l'espace-temps et qui vont avoir tendance à déformer l'espace-temps vers le bas. Elles creusent des petites vallées, comme les petites billes en plomb qui veulent tomber au fond de la piscine mais qui sont bloquées sur la membrane de l'espace-temps. C'est ça. Et ensuite, il y a les masses négatives. Qui sont comme des bulles d'air ou des balles de ping-pong qui veulent remonter à la surface. Et qui de ce fait déforment l'espace-temps dans l'autre sens. Elles vont créer des petites collines séparées par des vallées. C'est ça. Et si on se représente tout ça visuellement, ça donnerait ceci. On dirait un océan avec des vagues et des creux. Exact. La surface de cet océan, comme tu l'appelles, c'est l'espace-temps.
Pour séparer les vagues et les creux, j'ai donc décidé de dessiner en bleu ce qu'est la surface de l'océan quand rien ne bouge. Donc quand l'océan est au repos, quand il n'y a ni vague ni creux, quand rien ne bouge à sa surface, ça donne cette espèce de gris bleu. Les creux, c'est là où il y a des planètes et des étoiles. C'est comme si c'était des bateaux posés sur la surface de l'espace-temps. Je me souviens avoir lu dans un livre que les étoiles flottent sur le firmament. Ah, le mot firmament est plus utilisé par les poètes que par nos amis les physiciens. Mais si tu veux, nous l'utiliserons à l'avenir. Moi je trouve que c'est un joli mot, tu trouves pas ? Entre espace-temps et firmament, je préfère firmament. Cool. Alors voilà, nous allons à partir de maintenant regrouper toutes les collines, toutes les vagues du firmament dans un ensemble qu'on va nommer les eaux du haut. Et je les colorierai en rose ou en magenta, parce que ce sera plus facile à voir et à comprendre que de parler tout le temps de masse négative. Enfin, ce sera plus facile pour les enfants qui regardent notre vidéo, parce que je connais certains amis physiciens qui ne seront peut-être pas tout à fait d'accord avec les choix qu'on fait en matière de vocabulaire. Mais on les aime quand même. Et c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Sans nos amis physiciens, rien de ce que nous faisons aujourd'hui ne serait possible. Alors revenons maintenant à notre firmament. Les parties qui se trouvent en dessous du firmament, celles qu'on va appeler donc les masses positives, celles que nous observons tous les jours, en fait, les seules qui existent selon nos amis les physiciens, eh bien, nous allons voir ça comme des creux. Ou des vallées. Exact. Et nous regrouperons tous ces creux ou toutes ces vallées dans un ensemble qu'on nommera... les eaux du bas. C'est bien ça. Alors, dernière précision pour bien distinguer les eaux du haut et les eaux du bas, ces dernières, j'ai décidé de les colorier en vert, comme tu le vois. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est comment faire pour concevoir tout ça en pratique dans notre simulation ? Alors, selon nos amis physiciens, cet océan, c'est probablement un champ plein de vecteurs. Donc un vecteur, ça peut aussi être de l'eau ? Oh là non, c'est pas du tout la même chose. Un vecteur, c'est pas une molécule chimique. De même que l'espace-temps, c'est pas de l'eau. C'est juste des images pour expliquer, pour mieux comprendre. Ce sont des outils didactiques. Par contre, nous pourrions décrire, grâce à des vecteurs, le déplacement de chaque point de la surface de l'océan, tu comprends ? On dirait une forêt de petits vecteurs qui bougent. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vecteurs de vélocité. Bien vu ! Ici, ces vecteurs expriment un déplacement et non une vitesse. Mais c'est lié, tu trouves pas ? À ton avis, c'est quoi le lien ? Laisse-moi réfléchir. Tu te déplaces d'une certaine distance à condition d'aller à une certaine vitesse pendant un certain temps. Le lien entre les deux, c'est donc le temps. C'est ça, t'as bien compris. Alors, tu vois, un vecteur, ça ne nous servira pas toujours à exprimer une vélocité. On pourra utiliser un vecteur pour décrire, par exemple, un déplacement, ou pour décrire une force, ou bien encore pour décrire ce dont on parle pour le moment, la masse. Une fois qu'on combinera toutes les masses des uniels, ce sera en fait comme une petite forêt de vecteurs qui pointent vers le haut. Pour les eaux du haut, bien sûr, et une petite forêt de vecteurs qui pointent vers le bas pour les eaux du bas. Je trouve que c'est assez logique de les appeler comme ça. Moi aussi, figure-toi. Alors, la dernière chose à comprendre, c'est qu'il y aura des masses de différentes tailles, forcément. Mais comment faire ça d'après toi ? Je ne sais pas. Bien si, souviens-toi, dans l'épisode 5, je t'avais brièvement montré l'équation E égale mc carré. Ça permet de calculer la quantité d'énergie d'une particule quand elle ne bouge pas ? Quelle mémoire, bravo ! Alors, je t'explique cette équation. E, c'est l'énergie. Et pour calculer E, on va prendre m, la masse, et on la multiplie par c au carré, c'est-à-dire la vitesse de la lumière qu'on a multipliée avec elle-même. À l'école, la maîtresse nous a dit que la lumière, ça va très 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 vite. Oui, ta maîtresse a complètement raison. Quand on prend ce grand nombre et qu'on le multiplie par lui-même, ça fait encore un beaucoup plus grand nombre. D'ailleurs, je te l'affiche à l'image. J'aimerais bien que mon papa il ait autant d'argent que ça. Comme ça, on pourrait en donner à tout le monde et tout le monde serait super riche. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans notre espace-temps, rien ne peut normalement aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais ce que tout le monde retient de cette équation, c'est qu'une petite réduction de la masse, ça produit tout de suite énormément d'énergie à cause du très grand nombre que tu vois.
Et si tu comprends ça, tu comprends comment on a pu fabriquer des bombes atomiques, par exemple. Enfin, passons. C'est pas les plus belles choses que l'humanité a produit. Maintenant, je voudrais que tu regardes bien attentivement cette équation. Et souviens-toi donc que C, le petit c là, c'est la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est une vitesse. Ça, j'avais compris. Oh, ça, j'en doute pas. Mais tu vois, je me suis dit, pour que notre simulation fonctionne, pour produire cette énergie des particules au repos, il faudrait que quelque chose bouge à la vitesse de la lumière. Mais quoi ? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire bouger ça tout en le gardant immobile ? Parce que, je te rappelle que E égale mc carré, c'est l'énergie de la particule au repos, c'est-à-dire quand elle ne bouge pas. Soit elle bouge, soit elle bouge pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. C'est un petit peu comme ce dont on avait parlé quand on parlait de la logique à 4 états, avec l'état superposé vrai et faux. Alors, je vais te poser la question. Comment est-il possible de bouger sans bouger ? Et si on disait par exemple que la particule tourne sur elle-même ? Hé, pas bête, Marie, pas bête. Mais pour plusieurs raisons, ça n'est pas encore la bonne solution. Nous allons en reparler quand nous parlerons du spin en mécanique quantique. Alors, je te repose la même question. Comment quelque chose pourrait avoir un mouvement sans se déplacer ni tourner sur lui-même ? Souviens-toi, on en a vu un bel exemple dans l'épisode précédent. Tu parles de l'horloge ? Oui. C'est vrai que les aiguilles tournent même si l'horloge, elle ne bouge pas. C'est ça. Eureka, tu as trouvé, tu es génial. Oui, mais réfléchis Manu. Des horloges, ça crée pas de l'énergie. Sinon la Suisse pourrait sauver la planète avec toutes ses montres. Oui, attention, je te rappelle qu'on parle ici d'une simulation de la réalité. À aucun moment je ne prétends que le monde réel fonctionne réellement comme notre simulation. Peut-être que oui, peut-être que non. Nos amis les aventuriers vérifieront tout ça. Ouais, ça, on peut compter sur eux. Quant à nous, de notre côté, on va surtout essayer de bien comprendre tout ça. Donc tout d'abord, est-ce que tu te souviens de la vélocité ? Oui, c'est le vecteur qui indique les coordonnées de la particule à l'image suivante. Ouais, c'est bien ça. Donc, dans les épisodes précédents, on a parlé d'image suivante, mais en fait, ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'image, parce que ici, on parle d'une simulation, on ne fait pas de la vidéo. Donc, je pense qu'on devrait plutôt dire à l'instant suivant. L'équivalent sur l'horloge du mouvement de l'aiguille des secondes, qui à chaque tic-tac avance un petit peu. C'est exactement ça. Mais nous, on n'utilisera pas les secondes. Pour faire simple, pour le moment, laissons de côté les unités de temps. Fini les secondes, les minutes, les heures. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Pour le moment, je te propose qu'on s'amuse avec des vecteurs, rien qu'avec des vecteurs. Des vecteurs qui changent de taille et d'orientation à chaque instant. Mais alors, un instant, ça vaut combien de secondes ? Je te comprends de poser cette question, mais ça dépendra en fait de beaucoup de choses. Bref, pour l'instant, j'essaie juste de t'expliquer comment ça fonctionne d'une manière générale. Ok. Donc, je reformule ta définition pour nos particules, les uniels. La vélocité, ça sera le vecteur qui exprimera le déplacement des uniels à chaque instant de la simulation. Ce vecteur sera défini par sa longueur et sa direction, soit un ou deux angles selon les cas. Et ce sera pareil pour tous les types de vecteurs qu'on utilisera dans Metanoia, pas que pour la vélocité. Maintenant, reparlons du vecteur de vélocité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la longueur de ce vecteur sera grande, plus notre uniel se déplacera rapidement. Cette longueur du vecteur, c'est la vitesse. C'est ça. Alors, la plus grande vitesse possible pour un uniel qui se balade dans le vide dans notre univers, c'est bien sûr ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Tu te souviens du très grand nombre dont on avait parlé il y a quelques minutes ? Oui. Alors nous, cette vélocité maximale, on va la représenter par un vecteur que je vais dessiner en rouge. Et la longueur de ce vecteur, à partir de maintenant, on va dire qu'elle vaut 1. C'est ce qu'on appelle normaliser le vecteur. Ça vaut pas 300 000 km par seconde ? Ça, c'est la valeur qu'on lui donne dans la réalité. Mais nous, dans notre simulation, ce sera plus facile pour nous de changer d'échelle, tu vois ? C'est pour simplifier les calculs. Ok. Donc, en rouge, voici le vecteur de longueur 1, vecteur que j'ai décidé d'appeler le garçon. Et hop, j'ajoute une petite sphère rouge pour le personnaliser, mais attention, c'est juste une image pour comprendre. En fait, le garçon, c'est essentiellement un vecteur. C'est pas une petite sphère ou une nanopoussière ou je ne sais quoi. Le garçon, c'est un uniel ? Pas encore vraiment.
C'est en fait juste un des deux composants de base qui permettent, quand on les assemble, de fabriquer un uniel. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque intervalle de temps, le garçon se déplacera comme son vecteur rouge l'indique. Et tant que rien ne vient le faire dévier de sa trajectoire, il continuera sa course folle vers l'infini. Pas génial. Je n'ai même pas l'impression qu'il bouge. De fait, vu qu'on n'utilisera pas de système de coordonnées cartésiennes absolues, mais bien des coordonnées polaires relatives, en fait, nous n'aurons même pas de grille visible. Par conséquent, comme tu peux le constater, ce sera pas évident de voir que nos particules sont réellement en mouvement. En tout cas, si elles sont toutes seules dans le vide de l'espace. À ton avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse quand même se rendre compte que notre particule bouge? C'est parce qu'il est tout seul. Peut-être qu'on pourrait lui donner un copain ou une copine. C'est ça. Aucun des uniels, ni même aucun de ses composants ne pourra jamais être tout seul dans son coin. Tout sera relatif. Les physiciens parleront de relativité, les mathématiciens y verront des hypergraphes, les informaticiens y verront un réseau de neurones, mais retiens juste que ça veut dire que la relation, ça sera la fondation de toute notre simulation. Ok. Donc, on va donner au garçon une copine, et elle, on va lui donner une autre couleur, on va la colorier en cyan pour pas les confondre. Et pour ce qui est de leur mouvement, eh bien, je te propose de laisser la fille immobile pour l'instant, et le garçon, lui, il est toujours un peu hyperactif et nerveux, alors on va le faire bouger à la vitesse de la lumière. Tout le temps? Tout le temps. Mais comme l'ensemble doit pour le moment rester immobile, voilà ce que je te propose de faire. As-tu déjà remarqué que les garçons tournent souvent beaucoup autour des filles? Ils sont vraiment embêtants, je trouve. Moi, tu vois, les garçons, ils me font un peu penser aux planètes qui tournent autour du Soleil ou aux électrons qui gravitent autour des noyaux atomiques. Donc, voilà ce que je te propose. À chaque instant, on va légèrement modifier l'angle de la vélocité du garçon afin qu'il puisse toujours rester plus ou moins proche de la fille tout en bougeant avec la même vitesse qu'avant, c'est-à-dire il bouge toujours à la vitesse de la lumière. Maintenant, je comprends comment le garçon bouge sans bouger. En fait, le garçon bouge, mais c'est l'ensemble garçon-fille qui, pour le moment, ne bouge pas. Tu comprends? Dès qu'on assemble une particule rouge, un garçon, avec une particule cyan, une fille, on forme un couple qui crée en quelque sorte un nouveau bébé virtuel. Et c'est ce bébé que j'appelle l'uniel. Et l'uniel, il bouge? Bien sûr, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Et c'est quoi ce vecteur cyan entre la fille et le garçon? C'est aussi une vélocité? Ah non, ça c'est pas une vélocité. En fait, tu peux le voir comme une sorte d'élastique qui symbolise la relation entre les deux. C'est le lien entre le garçon et la fille. Et c'est ce vecteur cyan qui, une fois combiné avec le vecteur rouge, donnera à l'uniel toute son énergie initiale, son énergie au repos. E égale mc carré, tu comprends? Je suis pas sûre. Oui, alors, là je vais devoir te montrer. Je sais que t'aimes pas les maths, mais il en faudra un tout petit peu de temps en temps. Est-ce que tu as pu voir la vidéo sur les vecteurs que je t'avais conseillé de regarder dans l'épisode 5? Oui, mais j'ai pas tout compris. Oh, c'est pas grave. J'imagine que tu sais maintenant qu'on peut additionner des vecteurs. Regarde, je te montre un exemple. J'additionne ce vecteur cyan avec ce vecteur rouge. Et ça donne le vecteur blanc. Voilà. Et si maintenant on soustrait le vecteur rouge du vecteur cyan? Là, je comprends pas. Attends, je te montre. Une soustraction, c'est en fait comme si on additionnait le vecteur cyan avec l'inverse du vecteur rouge. Maintenant, je comprends. Cool! Et maintenant, un tout petit peu plus difficile, et puis on arrête avec les opérations sur les vecteurs. Comment faire un produit vectoriel? Donc comment faire pour multiplier le vecteur rouge et le vecteur cyan? Je ne sais pas. Attends, je te montre. C'est bizarre. On dirait que le vecteur blanc est maintenant devenu un point. Ah bah, c'est en fait parce qu'il pointe vers nous. Attends, je te déplace un tout petit peu la caméra pour que tu puisses bien voir. Ah oui, quand tu multiplies le vecteur rouge avec le vecteur cyan, ça crée un vecteur blanc perpendiculaire. Ah bah c'est ça. Et maintenant, si j'inverse le vecteur rouge, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur blanc change de direction. Il pointe vers le bas. Bien vu. Et si je fais tourner le tout, est-ce que tu vois une différence sur le vecteur blanc? Non. Super. Tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce vecteur blanc, il va nous servir à deux choses. D'une part, il nous donnera la mesure de l'énergie de la particule, c'est de ça dont on va parler dans un instant, mais d'autre part, quand on fera tourner la toupie à la bonne vitesse, comme on vient de le voir, alors ce vecteur blanc deviendra aussi ce que nos amis physiciens appellent un moment cinétique, ou spin de la particule. Bref, avec ce vecteur blanc, on fait d'une pierre deux coups. Mais tout ça, on en reparlera dans un prochain épisode.
Ok. Encore une dernière chose, si j'agrandis le vecteur rouge ou bien le vecteur cyan, qu'est-ce que tu vois? Le vecteur blanc s'agrandit lui aussi. Eh ben voilà, tu comprends le produit vectoriel. Tu vois que plus le vecteur rouge et le vecteur cyan sont grands, plus leur produit, le vecteur blanc, sera grand. Bon, je t'avoue que le produit vectoriel, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, le résultat est aussi fonction des angles que le vecteur rouge et le vecteur cyan forment entre eux. Mais ça, si tu veux bien, on en parlera une autre fois. Ok. Aujourd'hui, nous resterons dans le cas le plus simple. Pour ça, on va garder donc un vecteur rouge et un vecteur cyan qui sont parfaitement perpendiculaires l'un avec l'autre. Et dans ce cas particulier, eh bien, le vecteur blanc, il aura pour longueur le résultat de la multiplication de la longueur du vecteur rouge avec celle du vecteur cyan. Est-ce que tu as bien compris? Je suis pas sûre. Dans ce cas, prenons encore un exemple. Si le vecteur rouge a une longueur de 3 et le cyan a lui aussi une longueur de 3, dans ce cas, quelle sera la longueur du vecteur blanc? Je dois faire 3 fois 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 9. Super, je pense que tu as bien compris. La longueur du vecteur rouge, c'est une vitesse et celle du vecteur cyan, ça donne de l'énergie. On peut multiplier des vecteurs de types différents? Excellente question. En fait, c'est pas toujours une bonne idée. Ça dépend un petit peu des cas. Mais dans ce cas-ci, je te rassure, on peut. Donc, revenons à E égale mc carré. Ce que je te propose, c'est qu'on associe le vecteur blanc qu'on vient de voir à E, l'énergie. Dans ce cas-là, sachant que le garçon, lui, il bouge toujours à la vitesse de la lumière, que vaut la longueur du vecteur cyan? Je ne sais pas. Pas de souci, je te montre. Le vecteur rouge, il vaut C. Le vecteur blanc, produit des deux autres, il vaut mc fois C. Donc dans ce cas-là, la longueur du vecteur cyan, c'est en fait ce que j'appelle la masse pondérée. Autrement dit, MC, tu comprends? MC solar? Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. Waouh, quelle culture musicale! Mais reste concentré encore quelques instants, s'il te plaît. On a bientôt terminé pour aujourd'hui. Donc, E égale mc carré, mais on peut aussi dire que E égale mc fois C. Et comme on a normalisé le vecteur rouge, c'est-à-dire qu'on a donné à C la valeur de 1, eh bien, on peut dire du coup que E est égal à m fois 1 fois 1, où E est égal à m. Autrement dit, dans notre simulation, la masse des uniels est égale à leur énergie au repos. Énergie au repos, elle-même égale au rayon de la petite toupie qui, par sa rotation, engendre cet uniel. Donc, le vecteur énergie au repos de l'uniel, eh bien, il sera identique à la masse. L'énergie au repos, c'est le vecteur blanc? Le vecteur blanc, c'est l'énergie de l'uniel. Pour l'instant, comme il bouge pas et comme il n'échange pas d'énergie avec ses voisins, ce vecteur d'énergie se confond avec la masse de l'uniel. C'est ça que j'appelle l'énergie au repos. Mais quand l'uniel sera en mouvement, il va acquérir une énergie cinétique. Et là, évidemment, le vecteur blanc ne sera plus le même que le vecteur de la masse. Tu comprends? Pas trop. Oh, ne t'inquiète pas, avec des couleurs, tout deviendra clair. Alors rappelle-moi, quand le vecteur de masse pointe vers le bas, tu te souviens de la couleur que j'avais choisie? Le vert pour les eaux du bas et le magenta pour les eaux du haut. Eh ben voilà, c'est plus simple avec des couleurs, non? Oui, mais c'est quoi au final le temps dans tous ces vecteurs? Eh bien, exactement comme pour l'aiguille des secondes d'une horloge, l'écoulement du temps dans notre simulation, ce sera simplement cette succession d'angles que prendra notamment le vecteur cyan, c'est-à-dire le lien entre le garçon et la fille. Tu parles du vecteur élastique? Oui, c'est ça. Et dernier point, comme tu l'as déjà bien compris, pour que le vecteur de masse pointe vers le bas, il faudra que la toupie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si elle tourne dans l'autre sens, alors le vecteur de masse pointera vers le haut. Et ça donnera les eaux du haut. C'est ça. Bon, voilà, je pense que cet épisode-ci, il est déjà assez dense comme ça. Oui, mais je comprends toujours pas très bien pourquoi tu dis que la vitesse de la lumière dans notre simulation, elle ne vaut que 1. Ma maîtresse m'a dit que c'était un très grand chiffre. Dans ce cas, imagine-toi un seul instant que nous soyons vraiment nous-mêmes dans une simulation. Toi, moi, tous les gens qui nous écoutent. Dans ce cas, tu penses que le programmeur de la simulation, il connaissait le mètre et la seconde quand il a créé notre univers? Je ne sais pas. Ah ben moi je sais, il ne les connaissait forcément pas, parce que c'est nous les humains qui les avons inventés. Le litre, le kilogramme, le mètre, la seconde, etc. Et la preuve que c'est bien nous qui avons inventé tout ça, c'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens sur notre planète qui utilisent d'autres unités de mesure que celles proposées par le système métrique. Bref, on a inventé ces unités de mesure parce que c'est pratique pour nous.
En tout cas, si tu réfléchis bien, tu le comprendras très vite, ni la vitesse de la lumière, petit c, ni petite h, la constante de Planck, on n'en a pas encore parlé mais on va en parler, aucune de ces deux constantes n'est essentielle si nous voulons construire un modèle de simulation de la réalité, tu comprends ? Je pense. Merci en tout cas de me l'avoir expliqué. Merci à toi surtout de m'avoir bien écouté. D'ici le prochain épisode, porte-toi bien, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.